Bonjour et bienvenue dans Les Plumes Bavardes, le podcast qui donne la parole à tous ceux qui écrivent. Je m'appelle Émilie, jeune autrice de fantasy non publiée qui a découvert le monde de l'écriture en 2023. Dans Les Plumes Bavardes, on parlera des processus d'écriture et de tous ceux qui motivent les auteurs dans leur création. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Plumes Bavardes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il s'agit de mon premier épisode hors-série. Donc, les hors-séries, ça va être des interviews, mais pas d'auteurs ou d'autrices. Ça sera des acteurs du monde du livre. Et aujourd'hui, du coup, je reçois Jade, qui n'est pas autrice, enfin, en tout cas, qui ne vient pas aujourd'hui présenter son activité d'écriture. Il s'agit d'une personne qui gravite autour du monde de l'édition. Vous allez le découvrir dans l'épisode. Elle fait énormément de choses. Elle est libraire, elle est lectrice professionnelle et plein d'autres choses. Elle va lancer bientôt ses services. D'ailleurs, je crois même que quand l'épisode sort, ses services sont déjà peut-être lancés. Vous trouverez dans la description de l'épisode toutes les infos sur Jade si jamais vous voulez la contacter. Du coup, vu que c'est un épisode hors série, vous n'allez pas retrouver les mêmes questions que d'habitude, mais du coup, vous allez découvrir une personne géniale qui sera sûrement utile à tous les auteurs et toutes les autrices qui m'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous laisse du coup avec l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer par une question basique. Ça, c'est une question que tout le monde fait, même toi. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? C'est la question la plus basique et pourtant la plus compliquée. Oui, c'est ça. Du coup, moi, je m'appelle Jade. J'ai fait une licence d'anglais, puis un master littérature de jeunesse en édition et librairie. Voilà. De base, j'étais partie en licence d'anglais en option de traduction parce que je voulais être traductrice. Voilà. Parce qu'en fait, j'aimais déjà lire et tout ça, et je me disais, vu que j'aime bien l'anglais, enfin, j'étais très très forte en anglais, j'adorais l'Angleterre, j'y allais tout le temps, enfin, du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et au final, au fur et à mesure que la licence passait et tout ça, je me disais non, en fait j'aime bien les livres et je pense que je vais plutôt continuer dans cette voie livre plutôt que traduction. Et du coup c'est comme ça que je suis entrée en master. Au début, je voulais faire un stage en librairie et en maison d'édition pour voir un petit peu ce qui pouvait plus me plaire, sauf que en fait je suis tombée dans l'année du Covid. Ouais. Et du coup, c'était très compromis pour tous nos stages. Et donc, je me dis du coup, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de rester dans ma région, donc dans le Nord et tout ça. Et je pouvais pas, descendre sur Paris. Du coup, vu qu'il y avait confinement, etc. Enfin, c'était impossible. Et donc, du coup, j'ai opté pour 2 stages en librairie. Mais quand j'ai fini mon master, j'ai directement trouvé un emploi en librairie, mais le côté édition me manquait beaucoup, quoi, parce que forcément je me disais c'est bête, j'ai fait un master pendant 2 ans où j'ai appris et la librairie et l'édition, et puis l'édition, ça entre guillemets, ça ne me sert pas dans la vie de tous les jours, enfin voilà. Et du coup je me dis c'est pas grave, on va trouver un moyen de vraiment combiner tout ce que j'aime, quoi. Et du coup j'ai fait la rencontre d'une scout littéraire, du coup, qui du coup m'a un petit peu appris le métier de lectrice pro, conseillère éditoriale, voilà. Et du coup j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Et du coup je me suis dit vu que je sais ce que c'est maintenant le scouting littéraire, pourquoi pas entre guillemets proposer à des maisons d'édition, du coup, de faire le même genre de métier, en fait. Et du coup j'ai commencé à monter un petit peu, à toquer à des portes, on va dire, grâce aux contacts que j'avais pu me faire aussi pendant le master et tout ça. Et du coup maintenant j'ai 8 clients en maison d'édition, donc voilà. Et après, au bout d'un moment, pareil, je me dis mais tiens, je sais ce que c'est en maison d'édition, je sais ce que c'est en librairie, je sais ce que c'est en scouting littéraire, mais les agences littéraires, tiens, comme si je n'avais pas assez de travail. Comme si je n'aimais pas dormir, après tout. C'est vrai que voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester. Et il y avait une agence, en fait, à Londres, qui venait d'ouvrir 1 an avant, quelque chose comme ça. Et en fait, je m'intéressais beaucoup à eux parce que il y avait beaucoup d'autrices, en fait, anglophones, que j'aimais beaucoup,
qui avaient signé chez eux. Et du coup, je me dis, pourquoi pas tenter de demander si je peux pas au moins faire un peu d'assistanat, j'en sais rien, un petit truc, quoi, pour un peu apprendre les bases du métier et tout ça. Et au final, elle m'a pris du coup en stage pendant 5 mois. Oui, pendant 5 mois. Et à la fin du stage, elle m'a dit, écoute, tu fais du très bon travail, etc. Donc, on aimerait bien pouvoir te garder dans l'équipe. Et du coup, elle m'a pris en tant qu'assistante de l'agence. Donc, super cool. Donc, super, j'adore ce que je fais. Et puis, au moins, comme ça me permet aussi d'avoir toujours un œil sur le marché international et anglophone, en fait. Et de toujours continuer à apprendre tout ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime dans la vie de tous les jours, de continuer à apprendre des choses et que vraiment chaque journée ne se ressemble pas, tu vois. Et du coup voilà un peu pour mon parcours. Je pense que c'est à peu près tout. À côté de ça, je fais des critiques littéraires pour une revue littéraire. Et je suis libraire pour la box littéraire Cube, du coup. Donc voilà, je combine pas mal de choses, j'avoue. Mais Sommeil et moi, on est un petit peu fâchés. On est un peu fâchés. Mais voilà, tous les jours, c'est une aventure et j'adore tout ce que je fais, quoi. Donc, voilà. Trop génial. J'ai plein de questions du coup parce que tu fais plein de choses hyper intéressantes. Pourquoi du coup tu as choisi de partir en littérature jeunesse? Est-ce que c'est parce que tu lisais beaucoup ce genre-là et tu t'es dit que tu voulais aller là-dedans, ou est-ce que c'est la cible qui t'intéressait, etc. Et en fait, parce que tout simplement de base, je savais que je voulais partir soit en librairie, soit en maison d'édition, enfin graviter vraiment dans le milieu littéraire et le milieu des livres en fait. Mais dans ma région, spécialement parce que je suis de Lille en fait, il y avait que 2 masters qui étaient vraiment basés librairie et édition. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je choisis entre les deux, tout ça. Et après, en y réfléchissant, je me dis tiens, qu'est-ce que moi je lis en fait dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui m'anime comme manuscrit? Enfin, vraiment. Et au final, en faisant un petit tour d'horizon, je me dis mais en fait, ce que je préfère, c'est tout ce qui est littérature young adulte, littérature de jeunesse. J'ai grandi avec Percy Jackson. C'est notamment une des sagas qui m'a vraiment donné envie de lire en fait. Et tout ce qui est aussi Pierre Bottero, voilà, c'était vraiment ma vie quand j'étais gamine. Et du coup, je me dis je pense que je vais partir en littérature de jeunesse et voir un petit peu comment ça se passe. Et au final, après 1 an du coup en master, je me dis ok, c'est super. J'apprenais vraiment toutes les bases en fait en littérature de jeunesse. Et du coup, j'ai adoré en fait. Donc, je ne regrette pas du tout mon choix. Même si c'est vrai que de premier abord, on peut se dire oui, il y aura moins de débouchés parce que forcément c'est spécialisé. Mais au final, j'ai appris aussi sur beaucoup d'autres genres. C'est même si voilà, il y avait une spécialisation littérature jeunesse avec des cours sur l'histoire de la littérature jeunesse, tout ça. Il y avait quand même des cours beaucoup plus généralistes sur le monde littéraire en général. Donc du coup, ça va. Ça m'a permis quand même de pouvoir apprendre d'autres choses que juste me focaliser sur la littérature de jeunesse en fait. Mais du coup oui, principalement je me suis basée sur ce que j'aimais lire de façon personnelle, ce qui est plutôt rigolo parce que maintenant en tant que lectrice pro, j'ai beaucoup élargi mes horizons et même si la littérature de jeunesse j'aime toujours, c'est plus le genre que je lis majoritairement, que ce soit en lecture pro ou en lecture perso. Donc du coup c'est un peu rigolo au final de voir à quel point ça a pu changer aussi. Après, j'ai pris des années, hein. Voilà. Mais du coup, voilà. Ok, du coup, ça veut dire que donc là en ce moment, tu lis plus de jeunesse. Donc, quels sont les titres jeunesse que tu adorais avant, et aujourd'hui, vers quoi tu te tournes plus? Et est-ce que tu as des titres, des livres que tu adores, que tu aimerais nous partager? Disons que maintenant, je lis beaucoup plus de la romantaisie, de la romance. Alors, ce qui est plutôt rigolo parce que la romance, j'en lisais de temps en temps quand j'étais ado.
mais c'était pas mon genre favori. Enfin voilà, c'était vraiment littérature jeunesse, young adulte, tout ça. Et au fur et à mesure des années, j'ai adoré la romance. Donc voilà, c'est un peu rigolo. Romance, fantasy, toujours young adulte et littérature jeunesse, mais un peu moins quand même. Littérature étrangère, enfin vraiment, même parfois thriller. Alors que de base j'en lisais pas du tout, c'était plutôt ma maman. Mais du coup voilà, ça m'a permis vraiment de pouvoir élargir mes horizons grâce surtout à la lecture pro, hein. En fait, c'est surtout ça en fait, je pense qui m'a dicté un petit peu ce que j'allais lire dans le perso aussi au final. Et puis au niveau titre, c'est super dur, mais je dirais il y a le cycle du Corbeau. Donc du coup de Maggie Stiefvater, qui est une saga que j'adore, qui est très peu connue en France. Je crois que c'est Bookmark qui l'a édité, et vraiment j'adore cette saga depuis au moins 10 ans je pense. Donc vraiment c'est une des sagas young adulte qui m'a donné envie de continuer à lire ce genre, tout ça. Après il y a La Passeuse de mots de A.J. Twice. Alors là voilà, c'est vraiment on top. Vraiment, j'adore cette saga, vraiment. Je pourrais la relire et la relire et la relire. Enfin, il y a le dernier tome, leur dernier tome là qui est sorti il y a quoi, 1 an je pense. Et j'ose pas le lire parce que à chaque fois je repousse les chances parce que je me dis sinon je dois requitter les personnages. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment compliqué, donc voilà. Et puis après, tout ce qui est romantasy, enfin vraiment du style quoi, Divine Rivals, j'ai adoré. Enfin vraiment, c'est vraiment des titres en fait qui sont peut-être un peu, enfin sauf pour le cycle du Corbeau, mais c'est des titres un peu mainstream, on va dire, mais que j'adore et je m'en lasse pas du tout. Et voilà. La passeuse de mots me donne très envie et j'ai toujours pas sauté le pas. Il y a trop de tomes pour le moment. Alors là, il faut sauter le pas. Alors c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est des sacrées briques. Ça, je suis très d'accord. C'est vrai que on se dit oulala, c'est quoi cette brique? Mais vraiment, ça passe comme dans du beurre. Enfin vraiment, c'est vraiment, on voit pas les heures passer. C'est vraiment, non, je te conseille. Je pense que je vais d'abord commencer parce que là j'ai Jusqu'au plus profond des astres. Du coup, que j'ai acheté au Festival du Livre. Et je me suis dit, j'allais commencer par celui-là. Et si j'aime la plume et tout, je me lancerai dans La Passeuse de mots. Franchement, je pense que tu vas aimer. Je pense. J'espère en tout cas. Bah écoute, tu me feras un update, hein, je suis curieuse. Pas de soucis. Mais en plus, du coup, c'est comme tu parles du Festival du Livre, j'ai complètement zappé aussi une autre facette de ce que je fais. Ce qui est vraiment hilarant, je fais tellement de trucs. Mais du coup, je fais aussi de la modération littéraire pour les rencontres littéraires, les tables rondes, tout ça dans des salons du livre. Et du coup, au Festival du Livre de Paris, du coup, j'ai animé du coup la rencontre qui était du coup avec Morgane Moncomble, avec une éditrice audio et une autrice aussi écossaise du coup sur la romance historique. Voilà, et je fais pas mal de modération comme ça. J'ai fait aussi à l'Ouest-Hurlan. Enfin, voilà. Encore une autre facette de ce que je fais. Wow. Mais merci de m'y avoir fait penser. Voilà. Pas de souci. Alors, il y a une question que j'avais pas notée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour les gens qui écouteraient ce podcast et qui voudraient partir aussi en master d'édition, comment ça se passe le master d'édition? Parce que du coup, c'est édition et librairie. Donc, c'est quoi? T'as les deux et ensuite tu te spécialises, ou est-ce que tu fais les deux jusqu'au bout? Enfin, comment ça se passe ce master-là? Du coup, pour ce master-là, c'était vraiment, on avait les deux, édition et librairie. On n'avait pas de choix particulier à faire. C'était vraiment jusqu'au bout, en fait. Et du coup, c'était plutôt des cours assez généralistes, on va dire, ou alors sur histoire de la littérature jeunesse, sociologie de la littérature jeunesse, tout ça. Plus des petites options, entre guillemets, du coup, librairie et édition. Donc, par exemple, on avait... ça date maintenant, hein. Ça date d'il y a 5 ans. Donc, faut que je puisse dans mes souvenirs. Mais je me souviens qu'on avait du style l'édition numérique, la librairie et les enjeux, enfin des choses comme ça. On avait un cours où on nous préparait aussi à rédiger des petits coups de cœur en librairie pour faire concis, mais enfin voilà, pour faire les notules.
Donc c'était très cool. Ouais, on avait un cours édition numérique où on apprenait sur InDesign. Enfin des choses comme ça, mais du coup c'est vraiment des petits cours qui cumulent les deux en fait. On n'a pas vraiment de choix à faire et voilà. Après la deuxième année, on avait quand même beaucoup moins de cours parce qu'on était en stage pour la moitié du temps et du coup on devait trouver un stage de 4 mois minimum ou alors 2 stages de 2. Au final c'était plutôt 2 stages de 2 qui arrivaient parce que plus de 2 mois on doit nous payer. Donc du coup, généralement, on faisait des stages non payés 2 mois et 2 mois. C'est ce que j'ai fait, par exemple. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. Et puis en plus, avec le Covid, on pouvait pas aller sur Paris pour aller en maison d'édition ou quoi. Donc voilà, certaines maisons d'édition sur Paris payent parce que plus de 4 mois, voilà. Mais là, la plupart d'entre nous pouvaient pas. Donc c'était vite réglé. Ah, le Covid, sacré Covid. Ah ouais, c'était une sacrée période et j'ai pas eu de chance. Même en fait, il y avait la remise des diplômes aussi qui devait être organisée du coup en 2021, je crois. Mais pareil, on était à nouveau en confinement, je crois. Enfin bref, c'était vraiment des années assez compliquées. Et du coup, au final, j'ai l'impression que toutes les autres promos ont eu leur remise des diplômes et nous, on n'a rien eu. Genre 1 an après, on devait juste aller chercher un diplôme. J'étais tellement déçue. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ils ont même pas déplacé la remise des diplômes, c'est dommage. Ouais, même pas. Ils avaient dit oui et tout, et rien du tout. Donc promo 2020 et 2021, je pense qu'on était les seuls à pas avoir eu de vraie remise de diplôme, ce qui est super dommage, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est dommage. Alors du coup, parmi toutes les choses que tu fais et les choses que tu vas faire, la question c'est est-ce que tu aimerais garder ta casquette de libraire? Est-ce que tu as envie de continuer ce truc-là ou pas? C'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un métier que j'adore, où j'ai appris énormément de choses. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très fatigant à la longue aussi parce que ça reste du commerce. Ça reste du commerce et il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très chronophage et très fatigant. Beaucoup de choses à étudier. On doit même lire sur notre temps off au final parce que sinon, c'est pas possible de pouvoir conseiller les gens aussi. Donc du coup, il y a énormément de travail, tout ça, et peut-être pas arrêter tout court, mais peut-être réduire un petit peu mon temps. Donc voilà. Après, c'est vrai que malheureusement, les postes ça court pas les rues, quoi. C'est sûr, c'est toujours compliqué, mais j'aimerais bien pouvoir réduire à la longue mon temps de travail sur cet aspect-là, mais pas forcément totalement arrêter. Parce que je pense que ça me manquerait quand même de pas avoir ce contact client entre guillemets de tous les jours, où vraiment je vais pouvoir donner un peu de ma personne pour pouvoir partager mes coups de cœur, tout ça, même si je peux le faire en ligne, bien sûr. Mais il y a quand même un contact client. Ouais, il y a quand même un contact client qui est là. Et puis il y a les petits habitués. Et puis on dit tiens aujourd'hui c'est ça. Vous voyez ça pourrait vous plaire. Je vous avais conseillé celui-là, vous l'avez aimé. Enfin il y a quand même un contact client qui me manquerait, je pense. Mais après je sais pas mon futur, j'avoue. Donc je sais pas comment ça va se passer pour la suite. Mais en tout cas à moyen terme, j'aimerais bien pouvoir réduire un peu. Et puis après, on verra à long terme comment ça se passe. Oui, parce que là, c'est vrai que tu cumules plein de choses quand même. C'est ça, je dors pas énormément, donc ce serait peut-être mieux pour ma santé de pouvoir en effet réduire un peu tout ça. Ouais, je suis d'accord. Pour rester dans ce côté libraire, tu nous as parlé de la box Cube. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour du coup? Du coup, être libraire Cube, alors en fait, la box littéraire Cube donc a un réseau de libraires, parfois même de bibliothécaires, il me semble, où vraiment on va conseiller le client, donner une recommandation. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, soit le client va nous choisir nous spécifiquement sur notre page, soit c'est random. En fait, vraiment, la personne va dire je veux de la romantaisie et comme moi je suis spécialisée en romantaisie, on va me donner la reco à moi, par exemple.
Et en fait, du coup, le client va nous dire, bah voilà, je voudrais une romantésie j'ai n'importe quoi, en 3 tomes, où il y a des vampires, où il y a du slow burn, et j'ai bien aimé tel titre qui ressemble un petit peu. Voilà. Et puis nous, on va dire, ah bah tiens, il y a ce titre-là. Pourquoi tu pourrais bien l'aimer? Bah parce qu'il y a des vampires, parce qu'il y a du slow burn, parce que les personnages sont très bien construits. Ça a la même vibe que tel livre que tu as aimé, etc. Et puis après, la personne soit va me dire, ah bah nickel, je vous prends ça. Soit la personne va dire, ah bah non, en fait, je l'ai déjà. J'ai oublié de vous le dire, je l'ai déjà. Et du coup, nous, on fait une autre reco. Et puis après, la personne va recevoir sa box cube, du coup, avec un petit mot de notre part pour dire, bah voilà, moi je te conseille ça, nan, nan. Ça peut aussi être une surprise d'ailleurs. Hein. La personne peut aussi demander à ce que le livre que nous on conseille, que ce soit celui-là qu'ils aient et qu'ils ne le voient pas en fait avant. Mais beaucoup de gens préfèrent quand même voir avant parce que si jamais ils l'ont déjà, voilà, ça peut arriver souvent avec les gros lecteurs bien sûr. Et du coup la personne va recevoir sa box cube du coup avec des petits goodies, avec le livre en question et du coup un petit mot de notre part disant bah voilà je pense que ça peut te plaire pour ça pour ça pour ça. Et du coup voilà, je me souviens que c'était en 2024 je crois, il y a la box cube jeunesse qui était sortie et pendant un mois en fait c'était un libraire du mois du coup qui choisissait spécifiquement ce qu'il allait y avoir dans cette box. Et après, les gens achetaient la box, entre guillemets. Et du coup, j'ai pu choisir 2 titres jeunesse que j'ai adorés. Et du coup, c'était vraiment trop cool de pouvoir la construire soi-même, quoi. Mais du coup, voilà un petit peu ce que je fais pour eux. C'est vrai que c'est super parce que ça nous pousse aussi à être plus créatifs, j'ai envie de dire, et à puiser dans nos ressources et dans ce qu'on connaît pour vraiment se dire, ah bah tiens, la personne va aimer ça, la personne va aimer ça. Et du coup, bah, c'est trop gratifiant parce que après, la personne, elle peut revenir sur le site et nous dire ah bah j'ai adoré ta reco vampire là, oh là là j'ai adoré là depuis je fais que lire ça, j'ai fini les 3 tomes maintenant, enfin voilà. Et du coup, c'est super gratifiant aussi de se dire ah bah trop bien, la personne a aimé ce que je lui ai donné quoi entre guillemets. Il y a un retour qui est direct aussi, c'est pas comme en librairie où la personne elle doit revenir en librairie et dire ah bah j'ai bien aimé, enfin on n'a pas énormément de retours forcément comme ça, tu vois ce que je veux dire, parce que les personnes reviennent pas forcément direct après en disant bah voilà j'ai aimé, que là au moins il y a un retour direct concret et voilà c'est super, j'adore faire ça. C'est génial. J'adore parce que chaque truc que tu fais se complète un peu. Ouais. Genre à cet endroit-là j'ai pas ça mais je l'ai là et tout, c'est trop bien. C'est complètement ça. Tu m'étonnes que t'as envie de faire plein de trucs. Mais c'est ça. Après, on s'arrête pas, on sait plus s'arrêter, en fait. Ouais, j'imagine. Vu que tu gravites autour de l'écriture, est-ce que toi, tu as envie aussi d'écrire à un moment donné? Est-ce que tu l'as déjà tenté ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse pas du tout? Alors, je me souviens que quand j'étais en master, on avait un cours, justement, d'écriture. Et du coup, c'était rigolo parce que de base, j'avais pas du tout d'idée. Et j'ai vraiment eu une idée comme ça un soir. Je me dis, ah tiens, mais pourquoi pas écrire sur ça? Et du coup, on devait écrire, je crois, c'était 5 chapitres ou un truc comme ça. Et du coup, au final, j'ai fini par les écrire directement juste après avoir eu cette idée. Et même moi, j'étais choquée de moi-même. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là, Jeanne? J'étais en transe. C'était très rigolo, quoi. Mais c'était super rigolo parce que vraiment, avant, j'avais jamais écrit. Et du coup, je me suis dit... je sais pas comment je vais trouver une idée. Enfin, après le cours, j'étais vraiment paniquée. Je me disais, oh là là, mais comment je vais faire pour, en un mois, faire ça et tout. Et au final, c'est venu comme ça. Après, j'ai voulu continuer cette histoire, justement. Sauf que, j'ai pas eu le temps parce que je cherchais un emploi en librairie. Donc, que directement, j'ai trouvé 2 mois après, au final. Donc, tant mieux. Mais, et du coup, après, j'ai enchaîné avec tout ce que j'ai fait. Tu vois, toutes mes activités pro. Et au final, là, maintenant, j'ai envie. Enfin, j'aurais envie d'écrire quelque chose, mais je suis trop occupée pour le faire. Et je sais que ça va me prendre beaucoup d'espace mental parce que je vais devoir terminer, en fait, ce que j'ai commencé. Et je sais très bien que ça va me prendre énormément de temps et d'énergie et que du coup, je suis trop occupée dans ma tête avec tout ce que je fais en pro pour pouvoir m'occuper de moi en perso. Enfin, c'est vraiment comme pour mes lectures personnelles au final où je lis énormément moins. Enfin, c'est vraiment
quelque chose de drastique où je lis beaucoup moins parce que forcément j'ai plus ce temps perso que j'avais avant, en fait, à côté de juste avoir un travail entre guillemets lambda normal où je suis juste en librairie et voilà, et après mon temps off c'est mon temps off. Là pas du tout, parce que au final mes journées c'est quand je travaille à la librairie, je fais ma journée à la librairie et le soir je travaille pour les maisons d'édition, etc. Et du coup au final j'ai pas de temps pour moi. Donc du coup j'aimerais, à long terme ça serait dans mes plans, mais à court terme et à moyen terme je pense pas que ce soit possible avec tout ce que je cumule déjà. Mais oui, c'est quelque chose qui commence un peu à germer, mais j'avoue que j'ai pas non plus une idée là maintenant qui m'enthousiasme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais que à un moment donné, je vais peut-être pouvoir m'y essayer, mais là maintenant, j'ai pas forcément d'idée pour et j'ai pas le temps pour. Mais oui, à long terme, oui. Oui, clairement, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer un peu plus, vu que j'avais aimé ce que j'avais fait justement pour mon cours. Je me dis, why not? Est-ce que tu as un petit regret du coup de pas avoir ce temps, parce que tu me disais aussi que tu mettais de côté tes lectures perso. Est-ce que des fois tu te dis putain, ça fait chier quoi? Des fois c'est un peu frustrant, c'est vrai. Et en même temps, je me dis que sur le côté pro, il y a tellement de choses qui m'animent et qui fonctionnent que je me dis au final, comme de façon pro, je suis super heureuse. Tant pis, je mets ça de côté pour l'instant et voilà, j'essaye de me dire ça parce que sinon, j'aimerais bien que les journées fassent 72 heures, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant, c'est vrai. Mais là à court terme ça va. Je me dis qu'en vrai, je construis mon avenir pro et je m'attache surtout à ça en fait. Et je me dis le perso on verra après quoi. Mais après voilà, j'essaye là depuis un mois, j'essaye quand même de me fixer des petites limites entre guillemets. C'est-à-dire que je faisais que bosser, que là je me dis le soir, quand je m'arrête de bosser, il faut que je sois dans mon lit et que je lise ma lecture perso pendant genre 30 minutes, tu vois. En général, c'est beaucoup moins parce que je m'écoule de fatigue, mais je me dis voilà, j'essaie quand même de me dire voilà, par jour, faut quand même que je m'accorde tel temps ou 15 minutes ou 5 chapitres où je vais lire ma lecture perso, pour essayer quand même de déconnecter un peu, tu vois. Parce que sinon, même dans la nuit, je fais que penser au pro et je me dis, ah là là, il me reste 3 manuscrits demain. Comment je vais faire parce que je travaille à la librairie aussi. Oh là là, demain soir, il faut absolument que je finisse à minuit parce que sinon, tu vois. Donc, je me dis, j'essaie de me fixer ces limites-là depuis un mois. Alors, il y a des soirs où je suis beaucoup trop claquée pour faire de la lecture perso et je m'endors juste comme un gros bébé. Mais il y a des soirs où ça fonctionne. Et là, depuis une semaine, ça va, ça fonctionne. Donc, croisons les doigts pour que ça continue comme ça. Mais ouais. Après, voilà, il y a des lectures pro où je sais très bien que c'est des choses que j'aurais pu lire moi-même dans mon temps perso. Et du coup, je me dis, au final, la lectrice pro se reconnaît dans la lectrice perso. Donc, ça va. Même si, je mets de côté la lectrice perso qui est en moi pour le pro. Quand j'ai fini le pro, je me dis, ah purée, il était bien. Oh là là, ça vraiment. Donc c'est un peu rigolo. Mais du coup ça va. Je combine parfois quand même lecture plaisir entre guillemets avec lecture pro, donc ça va. Bon, je suis ravie que tu trouves quand même un peu de temps pour toi malgré tout. Du coup, parlons de la lecture professionnelle. Du coup, en quoi ça consiste? Raconte-nous. Du coup, pour plusieurs maisons d'édition, je fais de la lecture pro, conseil éditorial, donc c'est-à-dire que pour tout ce qui est acquisition, par exemple, du coup, que ce soit en littérature étrangère ou française, du coup, je vais vraiment devoir conseiller sur est-ce qu'il faut l'acheter ou pas, est-ce qu'il faut l'acquérir ou pas, basé sur leur ligne éditoriale forcément,
sur les points forts, les points faibles du manuscrit, vraiment en utilisant un peu l'œil pro que j'ai sur le marché éditorial de maintenant, sur ce qui peut fonctionner ou pas, sur ce qui est assez abouti ou pas aussi. Parce que forcément, s'il y a un énorme retravail derrière, enfin c'est pas forcément possible non plus, selon les budgets de chacun aussi, tout simplement. Donc voilà, ça va vraiment être de la lecture pro comme ça, où je vais faire après un espèce d'énorme compte rendu de 6-7 pages, où je vais dire à la fin avis positif ou pas, en fait. Si oui, si non. Après, c'est aussi quelque chose de très qui peut être parfois compliqué, et c'est aussi pour ça que nous on existe, les lectrices pro et les lecteurs pro, parce que c'est un métier qui est très niche, il y en a pas énormément en maison d'édition, etc. Beaucoup c'est les éditrices et les éditeurs qui font ce travail-là, hein. Mais il y a quand même des maisons d'édition qui en prennent un ou deux, donc ça reste très très niche, tu vois. Mais du coup c'est vraiment pour les aider dans leur travail de tous les jours, pour savoir sur quoi il faut se concentrer aussi, parce que quand il y a des maisons d'édition qui ont beaucoup trop de manuscrits, je m'occupe aussi du tri, parce que forcément ils peuvent pas tout faire, et du coup faut savoir aussi ce qui va dans la ligne éditoriale pour pas non plus perdre de temps. Si forcément c'est la ligne éditoriale c'est thriller et qu'on nous envoie une romance, désolé, mais quand je fais le tri, je dis non, c'est pas possible, vous êtes pas dans la ligne éditoriale, et du coup je le mets de côté et on le lit pas. Enfin c'est de la logique aussi, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas m'atteler sur des projets qui n'ont pas d'avenir dans cette maison, tu vois. Après quand c'est dans les lignes, du coup forcément là on se dit ok, on lit déjà le pitch, le dossier de soumission, etc. Et si en effet ça correspond à la ligne éditoriale, on lit, et puis on voit un petit peu au fur et à mesure ce qui peut marcher, ce qui pourra pas marcher, les points faibles, et la vie à la fin du coup. Mais du coup voilà, après ce qui peut être aussi plus compliqué, c'est que c'est dans des délais parfois très très serrés. Et du coup c'est heureusement que on est là du coup pour élaguer un petit peu, j'ai envie de dire, parce que parfois quand c'est des acquisitions, que ce soit de toute façon littérature étrangère ou française, parfois il y a des délais très courts parce qu'il y a déjà des offres qui ont été faites, et donc parfois il faut lire en 24 heures. Donc quand il faut lire en 24 heures et que je travaille à la librairie, dès que je rentre en fait, je lis. Et du coup, de 19h à minuit, 1h du matin, je suis dessus, quoi. Pour après rendre, et puis le lendemain matin, comme ça, au moins, l'éditrice se dit, il faut que je fasse mon offre, ou alors, ok, c'est bon, ouf, on n'a pas à faire d'offre et à se précipiter, ça va, ou alors, en fait, là, on a le temps, donc ça va. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps aussi, donc, heureusement, en effet, qu'on est là, mais ça reste un métier, beaucoup de personnes peuvent se dire oui, c'est un métier de rêve entre guillemets. Mais déjà de un, on peut pas en vivre déjà. Et puis de deux, il y a quand même un timing qui peut être très serré, donc pas mal de pression forcément. Et puis il faut surtout être très pro, avoir forcément je pense avoir fait des études dans le domaine comme moi j'ai pu en faire, avoir un œil éditorial assez pointu. Bien connaître les tendances, avoir fait ça depuis assez longtemps, soit avoir bossé en maison d'édition, soit vraiment avoir pu bosser pour les autoristes, j'en sais rien, mais dans tous les cas, c'est quelque chose d'assez pointu, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué, mais bon, moi j'adore ce que je fais, donc voilà. Et puis même il y a la gratification de se dire tel livre a été acquis et c'est grâce à moi, quoi. Tu vois. Et quand on voit les annonces passer et on se dit purée, mais celui-là en fait c'est moi qui ai dit oui, et du coup c'est trop bien, quoi, parce qu'on se dit waouh. Donc c'est vrai que c'est un métier de l'ombre qui existe pas forcément dans toutes les maisons, mais qui est nécessaire forcément aussi, parce que je crois que c'était Grasset, qui avait dit qu'il recevait par an, je crois que c'était 800 manuscrits ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se dit, c'est pas possible. Quand il y a une ou deux éditrices ou éditeurs,
bah, c'est pas possible de tout, enfin, c'est impossible. Donc, forcément, on fait appel à nous et heureusement qu'on est là, mais voilà, il y a trop de manuscrits et il y a énormément de gens, je pense maintenant, qui veulent écrire, ce qui est tout à fait légitime, de toute façon. Mais c'est vrai que du coup, forcément, ça devient un métier un peu plus compliqué pour ceux qui y travaillent, forcément. Vu qu'il y a plus de monde qui veulent écrire et qui écrivent et qui envoient leurs manuscrits, bah de l'autre côté, il faut aussi qu'il y ait soit plus d'éditeurs, d'éditrices, soit qu'il y ait un truc qui soit fait, enfin, en amont, ou voilà. Parce que voilà, mais comme le milieu du livre n'est pas forcément à son beau fixe, n'est-ce pas? Bah, ça peut pas être une équipe de 10 éditeurs pour une ligne édito. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas forcément le choix. Mais voilà, moi j'adore ce que je fais. Et même si c'est quelque chose qui peut être assez contraignant, tout ça, voilà, moi j'adore. C'est l'essentiel. Il faut de la passion. C'est ça, c'est la passion. Hein. De toute façon, on le dit toujours, les métiers du livre, c'est métier passion. Et c'est vrai, hein. Et heureusement, même si, voilà, derrière, ça fait pas les factures, comme on dit. Mais voilà. Moi, j'ai une question. J'avais 2 questions, mais il y en a une que je sais plus. Bon, je voulais savoir combien de manuscrits tu lisais dans l'année, on va dire. Je sais pas si tu peux nous faire une moyenne par mois ou je sais pas. Et j'ai aussi une question par rapport aux maisons d'édition. Admettons, une maison d'édition reçoit 200 manuscrits. Combien sont totalement à jeter, genre pas du tout travaillés, etc. Et on sent que les gens, ils ont balancé leur premier jet. Et combien sont ont vraiment du potentiel, tu vois? Est-ce que tu peux répondre à ces questions ou pas? Du coup, ça dépend un peu des maisons d'édition pour la deuxième question. Mais je vais d'abord commencer par la première, du coup. Combien de manuscrits je lis? Alors, j'avais voulu faire justement un petit décompte, j'ai envie de dire. Puis au final, j'ai abandonné parce que je me suis dit c'est trop en fait. J'arriverai pas à tout quantifier, c'est pas possible. Mais par semaine, je dirais 5 ou 6. Ce qui reste quand même pas mal à côté de tout mon travail de libraire et tout ce que je fais d'autre pour l'agence et tout ça. Donc par mois, on doit être à par mois, je dirais 20, quelque chose comme ça, je pense. En sachant tout ce que j'ai à faire aussi à côté. Donc c'est vraiment pas mal. Je crois qu'à l'année, je dois être à peut-être 200 ou quelque chose comme ça, je pense. Ouais, ça dépend. Entre 150 et 200, je pense. Et après, concernant les maisons d'édition, c'était quoi déjà la question? La chaleur me tabasse aussi. C'est à peu près une moyenne sur le nombre de manuscrits qui sont envoyés, qui sont très mauvais, et ceux qui sont au contraire, qui ont le potentiel pour la publication, quoi. En fait, il y en a où directement quand on les reçoit, on sait que c'est pas dans la ligne éditoriale. Comme je t'ai dit, par exemple, si on a une ligne éditoriale de thriller et on nous envoie une romance, bon, directement, c'est forcément mis de côté. On peut pas faire d'exception. La ligne édito, c'est la ligne édito, quoi. Après, on peut très bien aussi donner à la bonne ligne édito à nos collègues si eux, ils ont une collection comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, ce sera pas nous qui allons nous en occuper, forcément. Donc voilà. Après, il y a une partie, en effet, qui sont pas abouties, où ça se voit directement, ou alors il y a beaucoup trop de fautes d'orthographe, etc., où il manque des mots carrément. C'est déjà arrivé. Et du coup, on se dit ça va être compliqué de le lire alors qu'il manque des mots, quoi. C'est un peu voilà, je suis pas trop devin pour l'instant. Je ne sais pas. Future activité mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Voilà, une de plus. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore. Donc, comme je sais pas ce que tu veux dire, je peux pas le lire, quoi. Donc, compliqué. Ou alors parce que c'est quelque chose de trop générique, peut-être aussi, ou parce que le dossier de soumission ne comporte pas toutes les pièces qu'on demande, parfois. Voilà, du coup, il y a un trait quand même qui doit être fait sur tout ça.
Après, il y a tout ce qui est quand on lit le manuscrit, il y a tout ce qui est points faibles qui compte forcément. Et du coup, s'il y a beaucoup trop de points faibles et qu'on se dit ça va pas parce qu'il y a ça, parce que au final on croyait que c'était dans la ligne édito, mais en fait ça l'est pas. Ou alors parce que c'est quelque chose qu'on a déjà acquéri, qu'on a déjà qu'on a déjà dans notre catalogue pour l'année d'après, par exemple. On peut pas prendre quelque chose qui a le même pitch, quoi, entre guillemets. Donc voilà, si on a quelque chose de vampire, on se dit celui-là on le met de côté parce que on a déjà quelque chose qui parle de vampire pour la fin de l'année. Enfin, j'en sais rien, quoi, mais des choses comme ça peut arriver. Et du coup, il y a une partie où on voit que la personne a travaillé dessus, mais qu'il n'y a pas eu un œil éditorial vraiment dessus. Si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Je pense que après c'est pas non plus je le dis pas comme si c'était quelque chose de mauvais, tu vois. Je comprends que son bébé c'est son bébé, qu'on n'a pas forcément envie que des gens le lisent avant de le donner aux maisons d'édition, tu vois. Mais il y a des choses où juste avec quelqu'un qui serait derrière la personne et qui dirait ça il faudrait le retravailler, ça il faudrait le retravailler, il y a tellement de points faibles qui passeraient en points forts. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, où à chaque fois je me disais purée, si seulement quelqu'un ou même moi j'avais vu avant le manuscrit, je me serais dit purée, ça pourrait passer en point fort, mais tellement facilement, en remplaçant ça par ça, en mettant ça avant, enfin tu vois. Et du coup je me dis le potentiel. et du coup quand il y a quand même un potentiel, forcément on le dit, mais on dit en l'état ça va être compliqué, ou il faut un énorme retravail, etc. Et du coup c'est vraiment bête, parce qu'on se dit purée, il était trop bien, quoi, pourquoi. Mais du coup je comprends pourquoi les personnes ont peur de confier leur bébé à quelqu'un avant de le confier en maison d'édition. Mais parfois c'est super nécessaire, parce que c'est ça qui va faire la différence pour nous, en fait, pour pouvoir dire un avis positif, avis négatif. Et du coup ça compte, parce que c'est des petites choses comme ça où c'est à ça près de passer, quoi. Et voilà, c'est super dommage. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même nécessaire, avant de le donner en maison d'édition, de soit très très bien relire et bien corriger les fautes, bien se poser des questions sur la structure, sur plein de choses différentes, ou d'en effet passer par une ou un bêta-lecteur, bêta-lectrice, qui va avoir ce regard de lecteur sur le texte, et après pour un lecteur pro, une lectrice pro, par exemple comme moi, qui va vraiment regarder le manuscrit avec un œil éditorial et va se dire ok, la maison d'édition elle va être sensible à ça, ok, ça va clairement être un point faible pour eux, il faudrait peut-être revoir ça. Enfin, vraiment avoir cet œil éditorial, tu vois, je pense que c'est assez nécessaire pour pouvoir en tout cas en maison d'édition se démarquer, tu vois. Même pour l'auto-édition, je pense que dans tous les cas ça reste nécessaire aussi, parce que un lecteur qu'il achète en maison d'édition le livre ou en auto-édition, il a forcément des attentes, tu vois. Et il faut quand même que le texte y reste abouti, tu vois. Donc dans tous les cas, je pense que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un pour lire avant. Et c'est vrai que quand j'avais été, c'était au salon Ready Set Romance qui était à Paris, là c'était en mars. Et en fait, j'avais un petit espace de networking. Et en fait, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant oui, je suis autrice, je suis auteur. Et en fait, je me demande un petit peu, entre guillemets, à quoi vous pouvez servir, par exemple en passant sur un texte et tout ça, et pourquoi c'est aussi nécessaire au final. Et du coup, j'ai tout expliqué. Je dis pour rien que pour la structure, pour les persos, pour machin. Et beaucoup de gens m'ont dit, justement, j'ai peur qu'on me lise avant, que mes proches me lisent avant et qu'ils trouvent ça nul.
et que du coup, bah, je me sens plus légitime d'envoyer aux maisons d'édition, etc. et tout. Et je dis, mais justement, c'est pour ça aussi que nous, on sert, en tant que pro de l'édition et professionnel du livre, à vous dire, bah, voilà, il y a tel truc qui va pas, tel truc qui va pas, mais on va rester, comment dire, on va pas être dans l'affect, tu vois. On va garder notre œil professionnel et on va pas dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va pas dire, ah mais c'est nul ce manuscrit, pourquoi t'as écrit ça, alors que un proche, il aurait cet affect de dire, c'est nul ce que t'as fait, enfin, tu vois, alors que quelqu'un de pro va vraiment donner les arguments pour améliorer et va pas aller dire de façon perso, c'est vraiment nul ce que t'as écrit, enfin non, notre but c'est pas ça, notre but c'est de l'améliorer au maximum, de le peaufiner au maximum pour que quand il arrive en maison d'édition ou en auto-édition, et ben qu'il soit pris quoi. Enfin je sais pas, c'est quand même c'est super important et je pense que beaucoup de personnes ont peur de se faire juger en fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément une bonne idée non plus de le confier aux proches. Ils vont forcément avoir de l'affect. Ils vont dire c'est nul, ou alors vont pas oser dire les points faibles. Ouais. Voilà. Et ils vont dire mais c'est super, là tu vas direct être pris, c'est sûr. Alors que il y a pas forcément cet œil éditorial non plus quoi. On peut très bien l'aimer en perso, mais en pro se dire ça va pas, ça va pas, tu vois. Et c'est aussi pour ça je pense que je DNF beaucoup plus dans mes lectures perso parce que je suis tellement plus critique entre guillemets de par mon œil éditorial que j'ai eu maintenant, que j'ai peaufiné, tu vois, avec tout ce que je fais en pro, que il y a plein de choses où je me dis mais comment ça fait passer tu vois, où je me dis non en fait je vais DNF, enfin clairement c'est pas possible, enfin tu vois, alors que avant un DNF, mais jamais de la vie j'aurais DNF un livre, mais jamais. Ça c'est vraiment très rigolo parce que je deviens tellement plus pointilleuse, tu vois. Et voilà, je pense que c'est vraiment assez nécessaire que quelqu'un de pro passe. Alors, je dis pas que un bêta lecteur, une bêta lectrice, c'est pas bien d'en avoir une. Je dis pas ça du tout. C'est nécessaire pour avoir ce regard de lecteur, tu vois. Surtout en auto-édition ou même en édition de toute façon. C'est super nécessaire. Mais d'avoir quelqu'un de pro du livre, qui a fait des études dans le domaine, qui sait ce que les maisons d'édition recherchent, qui sait ce qui va marcher entre guillemets, c'est super nécessaire aussi parce que sinon ça peut pas forcément passer, surtout en maison d'édition, tu vois. Donc voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Je suis tellement fatiguée par la chaleur, mais c'est parfait. Et du coup voilà. Donc oui, il y a beaucoup de manuscrits, mais il y en a beaucoup où on sent que c'est pas forcément abouti ou qu'il y a des choses qu'il faut reformuler, qu'il faut refaire, qu'il faut restructurer. Et voilà, quand c'est trop, on peut pas. Et du coup, ça bloque. C'est bête, quoi. Enfin, pourquoi? Vraiment, à chaque fois, on est frustrés, quoi, nous-mêmes. On se dit, purée, il y avait tellement de potentiel. Si seulement j'étais passée avant, tu vois. Ouais. Justement, tu dirais que les principaux points faibles que tu remarques, c'est quoi? Du coup, parfois, ça peut être, comme je t'ai dit, la personne, c'est des erreurs complètement d'inattention, en fait, qui va oublier des mots, ou alors, où il y a plein de mots, ça va être, des grosses fautes d'orthographe, des choses comme ça. Ça va être des problèmes de structure, des événements où ça se passe, je dis n'importe quoi, à 75% du bouquin, alors que ça devrait être à 45, quoi, parce que sinon ça n'a pas de sens. Ou alors l'inverse, des problèmes de les rebondissements qui rebondissent pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est vraiment où vraiment on se dit c'était évident ça. Ou alors où on va se dire non mais là c'est trop gros, c'est pas crédible, tu vois. Des problèmes de cohérence, des problèmes de crédibilité forcément, des problèmes de personnages où ils ont pas forcément une profondeur à laquelle on s'attend, tu vois, qui pourraient être beaucoup mieux construits dans leur structure, dans leurs relations qu'ils ont avec les autres personnages, dans leur profondeur émotionnelle, dans ce qu'ils apportent à l'histoire, des personnages qui sont juste là en mode PNJ, tu vois, où on se dit c'est bête, il y avait quelque chose à construire derrière ce personnage, pourquoi t'as pas été plus loin, tu vois ce que je veux dire, des relations qui parfois sont pas du tout crédibles parce que c'est du fast burn et on se dit
ils ont changé une phrase et maintenant ils couchent ensemble. Qu'est-ce qui se passe là? Tu vois, des problèmes du coup de romance où ça va pas, des problèmes dans la psychologie des personnages, dans en effet les enchaînements d'événements où il y a un problème de structure dans ça. C'est beaucoup et souvent des problèmes comme ça qui se posent, des problèmes d'immersion aussi par exemple où on n'est pas totalement dans l'histoire parce qu'il nous manque des descriptions, parce qu'il nous manque telle chose, il nous manque telle conversation entre personnages parce que sinon on est complètement perdu, on se dit attends comment ça ils se sont dit ça mais on l'a pas vu, enfin tu vois, plein de petits problèmes comme ça mais qui quand il y en a beaucoup ça fait beaucoup, voilà, mis bout à bout c'est trop et du coup on se dit c'est dommage, voilà, c'est frustrant. Du coup, attends, rappelle-moi, tu fais de la lecture pro depuis combien de temps? Du coup, pour la scout, ça fait, je pense, 3 ans. Et pour les maisons d'édition, ça fait 1 an et demi, je pense, quelque chose comme ça. 1 an et demi, ouais. Et pour l'agence, du coup, où je suis assistante, depuis septembre dernier. Donc ça va faire 1 an, on va dire, en gros. Ok. Parce que j'allais te poser une question, mais peut-être qu'elle n'est pas pertinente pour toi. C'est, vu que là, ces dernières années, on a de plus en plus de ressources gratuites pour apprendre à écrire, ma question c'était, est-ce que tu as remarqué une évolution dans les manuscrits que tu lis? Mais du coup, si c'était il y a 3 ans, on est un peu dans ces eaux-là aussi, donc je sais pas si tu peux répondre à cette question ou pas. J'ai pas remarqué de différence notable. En tout cas, pas pour l'instant. Après, c'est vrai que avec l'émergence de l'IA et tout ça, ouais. Je pense que ça va peut-être changer, mais après, je m'occupe beaucoup de manuscrits anglophones qui sont déjà passés par un éditeur, etc. Tu vois. Donc du coup, il y en a beaucoup, je pourrais pas dire, parce que c'est déjà passé entre les mains d'un éditeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc comme ça a été déjà remanié, voilà. Après, pour les manuscrits francophones, j'ai pas particulièrement remarqué. Quoique, j'ai l'impression quand même qu'au niveau correction, faute d'orthographe et tout ça, j'ai l'impression que ça s'améliore un petit peu. Donc je pense que en effet avec tout ce qui est les logiciels du style quand j'étais en master j'utilisais Antidote, il me semble, je crois, qui est un logiciel pour corriger les fautes, je crois, enfin il me semble, hein, de ce que je me rappelle dans ma petite vie d'étudiante, j'utilisais ça en master et du coup voilà, peut-être que les gens passent leur manuscrit sur Antidote, etc., et que du coup c'est comme ça que je vois qu'il y a une amélioration, quoi. Mais à part au niveau faute d'orthographe, tout ça, pas vraiment pour l'instant. Après, peut-être que dans 5 ans, je te dirai autre chose. Eh ben, rendez-vous dans 5 ans pour la suite. Rendez-vous dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Non, moi non plus. Tu me rassures, ça va. J'avais une question un peu drôle, mais je sais pas si... est-ce que tu as déjà recommandé un roman que tu avais repéré et qui du coup est sorti par la suite dans dans la Box Cube par exemple, ou même en librairie, en te disant lui je me rappelle très bien, j'avais lu le manuscrit, je vous le recommande, il est génial. Est-ce que c'était déjà arrivé? Pas encore. Parce qu'en fait, comme les délais en maison d'édition, tout ça, sont assez longs, parce qu'il faut le temps, par exemple, quand c'est un manuscrit anglophone, de le traduire, de le sortir, etc. Il y a un plan quand même qui est assez bien rodé. Et du coup, pour l'instant, je sais qu'il y a des manuscrits francophones dont j'ai vu les annonces de la part des autoristes, du coup, qui ont eu leur contrat d'édition, etc., qui va être où ça va être publié. J'ai vu les acquisitions de droits pour les manuscrits anglophones que, en effet, dont je me suis occupée. Donc c'est très cool. Mais du coup, le temps que ça soit traduit, qu'il y ait eu le travail derrière, que l'autoriste ait donné son manuscrit quand c'est francophone, et du coup, ça prend du temps. Donc pas pour l'instant, mais normalement, je crois que c'est en 2027 là.
Je sais qu'il y a 2 manuscrits francophones dont je m'étais occupée qui vont sortir et tout, donc voilà. Et il y a deux romans aussi anglophones dont je m'étais occupée qui vont aussi sortir et tout. Donc c'est vrai que c'est super gratifiant, mais du coup, pour l'instant pas encore, parce que les délais sont tellement longs, de 2, 3, voire 4 ans, que du coup, pas pour l'instant. Mais je sais qu'en effet c'est en cours. Donc du coup c'est vraiment super marrant parce que du coup en story et tout ça sur Insta, parfois je partage du coup des gens qui disent c'est sous contrat d'édition et tout, et à l'intérieur de moi je suis en mode bah oui je sais. Et du coup c'est vraiment très rigolo quoi, parce que c'est vraiment tellement un métier de l'ombre que même de moi-même je veux pas non plus le dire forcément aux autoristes quoi, parce que je veux rester dans tout cet univers de confidentialité, tu vois. Même si voilà, une fois que c'est sous contrat d'édition, que les droits ont été acquis, où c'est bon, je pourrais très bien le dire, hein, je pourrais dire c'est moi qui m'en suis occupée entre guillemets quoi, mais je veux quand même pas le dire. Donc du coup je suis vraiment en mode confidentialité, mais à fond. Il n'y a pas de personne qui je pense, il y a peut-être que moi qui fonctionne comme ça en mode confidentialité mais full. Mais genre vraiment j'ai un niveau de discrétion et de confidentialité qui est énorme. Et du coup, c'est super rigolo parce que je repartage, tu vois. Et je suis là en mode à l'intérieur de moi, c'est moi. Et genre, et ça, et la personne ne sait pas, tu vois. Et je suis en mode, c'est grâce à moi. Mais du coup, c'est vraiment rigolo. Donc voilà, si parfois en story, vous voyez que j'ai partagé des choses, c'est peut-être que c'est un peu grâce à moi. Voilà. voilà. Intéressant. Tu m'as parlé plusieurs fois du métier de scout littéraire. Alors moi, je connaissais pas du tout avant que tu me parles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est ? C'est vrai que c'est aussi un métier de l'ombre, clairement. Il y en a pas énormément. Il y en a beaucoup plus forcément en Angleterre et aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup en France. Je pense que ils sont peut-être 20 ou quelque chose comme ça. En fait, ouais. C'est un peu comme les agences littéraires en France, il n'y en a pas énormément, donc c'est vrai que voilà, j'ai bien choisi mes métiers quoi. C'est très niche, très bouché, très tout ce que tu veux. Mais du coup, scout littéraire, en gros, pour la faire très très courte, c'est des chasseurs de têtes de livres. Donc, en gros, par exemple, ils vont avoir donc des clients qui sont des éditeurs. Et en fait, pour eux, du coup, ils vont repérer les titres qui pourraient les intéresser. Donc, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Et par exemple, une scout, du coup, va travailler pour une maison d'édition en Angleterre qui acquiert de la littérature étrangère française, polonaise, je dis n'importe quoi, russe. Et du coup, elle va avoir des lecteurs et lectrices pro et conseillers éditoriaux, du coup, pour lire ces manuscrits dans des délais très serrés, comme par exemple moi. Voilà, je sers à ça. Ou du coup, nous, on va dire, oui, l'éditeur devrait se positionner dessus, parce que là, il y a tout pour fonctionner en France, etc., etc. Ou alors tout simplement parce qu'il y a déjà plusieurs offres d'autres pays, donc je dis n'importe quoi, il y a une offre de l'Allemagne, il y a des enchères en Espagne, blablabla, et du coup la scout va s'y intéresser à ce moment-là en fait, et va dire tiens, il y a plusieurs offres de telle maison, de telle maison, de telle maison, il faut absolument qu'ils se positionnent là ce soir, donc il faut absolument que tu me dises là ce soir si ça pourrait marcher pour leur ligne éditoriale ou pas, et si il est bien ou pas en fait. Et du coup après nous on va dire oui, il faut absolument qu'ils fassent une offre, et donc après l'éditeur va faire une offre et va peut-être l'acheter, voilà. Donc c'est vraiment chasseur de tête de livre, très clairement. Voilà, c'est ça. Donc c'est toujours être à la pointe du coup de l'information entre éditeurs, agents, autres scouts, etc., lecteurs, tout ça. La presse aussi, parce que forcément si la presse en parle, c'est que ça a peut-être marché aussi dans le pays, enfin tu vois. Donc c'est vraiment chasseur de tête de livres. Je pense que je pourrais pas mieux expliquer que ça. C'est très clairement comme ça qu'ils sont vus, je pense. Ok, c'est super intéressant.
Ouais, bah c'est vrai que c'est aussi grâce à ça que il y a des manuscrits ou des romans que les maisons d'édition achètent tout simplement et se font pas coiffer au poteau quoi par d'autres. C'est grâce au scout. Donc voilà, c'est intéressant, ouais. Alors, tu nous as dit que tu étais aussi conseillère éditoriale. Ça veut dire que c'est plus côté maison d'édition ou côté auteur? Genre, tu donnes des conseils aux auteurs ou enfin, comment ça sert c'est quoi? Plutôt du coup, niveau maison d'édition. Ils font aussi la passerelle avec les autoristes pour moi. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai lu le manuscrit, etc. Bon, il va y avoir un contrat d'édition. Bon, super. Et puis moi, de mon côté, du coup, après, je vais du coup dire à l'éditrice, tel axe, il faut l'améliorer. Tel axe, il faut l'améliorer. Telle chose, il faudrait faire ça. Telle chose, ce serait mieux de faire ça en fait comme ça. Tout ça. Et après, ça va être transmis du coup à l'autoriste, quoi. Les changements que tu pointes du doigt, est-ce que c'est une obligation pour l'auteur? Comment ça se passe? Parce que du coup, il y a certains auteurs qui ont peur justement que la maison d'édition fasse trop de changements. Comment vous arrivez à trouver un équilibre en fait entre les corrections qu'il faut faire et les volontés de l'auteur? Il n'y a pas d'obligation particulière à vraiment respecter à la lettre ce que l'éditeur va dire ou ce que du coup le conseiller éditorial va dire, la lectrice pro, enfin tout ce que tu veux. Maintenant, si pour rentrer dans une ligne éditoriale, il faut faire un changement, je pense qu'en effet l'éditeur va dire il n'y a pas trop de choix pour pouvoir rester dans l'édito, quoi, tu vois. Mais à part ça, ou alors pour les fautes d'orthographe, pour les problèmes de cohérence, de crédibilité, là oui, il y a pas le choix. Si par exemple, je dis n'importe quoi, l'autrice elle dit que c'est une histoire qui se passe en 1782 et que la personne elle a un téléphone portable, il va falloir changer quoi. Il y a pas le choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là évidemment il y a pas trop de choix. Enfin si la personne elle dit il y avait je sais pas, le naufrage du Titanic cette année-là, mais qu'en fait, on est en 1503, c'est pas possible. Faut changer ça. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, il y a des problèmes comme ça de cohérence, de crédibilité où, si la personne ne fait pas le changement, ça va paraître super bizarre, enfin, tu vois. Mais maintenant, il n'y a pas de modification qui soit vraiment obligatoire, quoi. Enfin, ça reste le bébé de l'autoriste, tu vois. Mais à part pour rester bien ancré dans l'éditorial ou pour des problèmes de cohérence, de crédibilité, etc. Voilà. Après, je suis pas éditrice, tu vois. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer après derrière mes recommandations et mes axes d'amélioration que je puisse donner au maximum. Mais je pense pas que ce soit de nature à dénaturer l'œuvre, tu vois. Donc après, ça reste un travail entre l'éditeur, l'éditrice et l'autrice. Mais de mon côté, en tout cas, ça reste des recommandations, tu vois. Alors du coup, est-ce que tu as déjà travaillé avec des auteurs indépendants ou pas encore? Pas encore. Pas encore, ok. Donc cette question n'est pas très pertinente. Je peux quand même te la poser un peu en supposition, mais en quoi le travail avec une maison d'édition et le travail avec un auteur indépendant va être différent pour toi? Alors ça va être différent parce que déjà c'est plus vraiment du, enfin comment dire, le travail que j'ai pour les maisons d'édition, ça va vraiment être pour acquérir le manuscrit entre guillemets au final, alors que pour l'autrice ça va être vraiment pour préparer un maximum le manuscrit pour qu'il soit pas parfait, parce que rien ne peut être parfait, et de toute façon, après, il y a un travail à faire avec l'éditeur, l'éditrice. Je ne prétends pas être éditeur-éditrice, tu vois. Mais qu'il soit un maximum peaufiné pour, du coup, être ensuite publié en maison d'édition ou en auto-édition, etc.
et vraiment qu'il soit on top of the game, tu vois, que vraiment il ait tous les points forts possibles qui soient mis en avant, tu vois, qu'il y ait plus de problèmes de cohérence, de crédibilité, de tout ce que tu veux, que vraiment voilà, il soit super bien, quoi. Qu'il soit le plus, voilà, il soit à son max, à son prime, voilà. Il faut qu'il soit à son prime, et comme ça, si la personne veut se faire éditer après en maison d'édition, bah qu'il ait mis au moins toutes les chances de son côté. Alors, on peut, c'est pas une vérité absolue de dire, enfin, je pourrais jamais dire à quelqu'un, c'est sûr, tu vas passer le comité de lecture, c'est sûr, tu vas être publié là, c'est sûr en maison d'édition là, ils vont direct t'accepter. Non, je peux pas prétendre à ça, tu vois. Mais ce que je pourrais dire à la fin du travail avec l'autrice, c'est, je l'ai mis à ton prime, voilà, c'est à son prime le manuscrit. On a fait tout ce qu'on a pu pour tout améliorer au maximum. Là, il est vraiment bien peaufiné, il est abouti. Il n'y a pas de problème majeur de tout ce que tu veux, structure, de cohérence, de machin, de personnage. Il est vraiment à son prime. Je peux t'aider avec le pitch, avec le dossier de soumission, vraiment pour que tu aies toutes les chances de ton côté. Voilà, c'est ça. C'est vraiment que la personne, elle se sente pas seule, tu vois, avec son manuscrit, à se dire, oui, bon, bah, je l'envoie et on verra bien. Non. Tu vois. Que vraiment la personne se dise, ok, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai quelqu'un de pro qui m'a accompagné avec moi dans ma démarche. J'ai pas été seule. J'ai pu poser toutes les questions que je voulais, que je pouvais. Je l'ai amélioré au maximum selon les recommandations d'une pro, du coup. Je l'ai mis à son prime. J'ai vraiment mis tout en œuvre, en fait, pour que il soit pris, tu vois, en maison d'édition, ou alors si c'est en auto-édition, j'ai tout mis en œuvre pour que les lectrices vraiment adhèrent à l'histoire, tu vois, adhèrent et se disent pas qu'il y a encore des problèmes de cohérence, qu'il y a des problèmes de narration, de je ne sais pas quoi. J'ai vraiment tout mis en œuvre. J'aurais pas pu faire mieux avant de l'envoyer, tu vois, que vraiment la personne se dise, j'ai pas été seule, j'ai été accompagnée par quelqu'un de pro qui sait exactement ce que la personne qui va lire en fait qui va le lire en maison d'édition et tout ça va vraiment va vraiment ressentir les mêmes choses, enfin tu vois, que vraiment il a été à son prime et que du coup je n'ai aucun regret derrière, tu vois, que vraiment l'autrice se dise bon bah j'ai pas de regret, qu'il soit pris ou pas, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Maintenant c'est entre les mains de la personne qui va le lire en premier et voilà, c'est tout, tu vois, que vraiment la personne elle ait pas de regret en fait, parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui peut-être se disent bon bah je l'ai envoyé, j'ai n'importe quoi, hein. Je l'ai envoyé il y a 6 mois et en fait je me rends compte qu'il y avait des gros problèmes de cohérence, etc. J'aurais dû le faire relire, etc. Et la personne a énormément de regrets par rapport à ça et se dit bon bah j'ai perdu ma chance, tu vois. Et j'ai pas envie que les autoristes se sentent comme ça, tu vois. J'ai vraiment envie que la personne se dise bon j'ai tout mis en œuvre, j'ai tout mis de mon côté, du côté de mon bébé, de mon livre que j'aime d'amour, tu vois. Et j'aurais pas pu faire mieux. Maintenant, c'est ça passe ou ça passe pas. Mais au moins, j'aurais tout fait. Et c'est tout, tu vois. C'est très important ce que tu dis. Je pense qu'on sous-estime... je pense qu'il va y avoir une espèce de... Comment dire ? De concurrence maintenant entre les auteurs qui justement... ont les moyens, entre guillemets, d'avoir tout ce travail-là en amont, et les auteurs qui sont un peu seuls et qui tentent quand même, parce que ça représente quand même un budget, de passer en correction éditoriale avant de l'envoyer en maison d'édition, c'est pas rien, quoi. Bah surtout que si du coup la personne, elle veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, bah forcément, il faut, s'atteler... avec bêta lecteur, avec lecteur pro, avec correcteur, parfois avec graphiste, enfin tu vois. Donc c'est vrai que en effet ça reste un budget. Et du coup oui, c'est vrai que ça peut être très compliqué et ouais, ça peut en effet générer des problèmes de ce type-là, c'est vrai. Donc j'espère pas. Moi j'aimerais bien que tout le monde ait sa chance, tu vois.
peu importe leur budget, leurs moyens. Et voilà. Après, c'est vrai que voilà, ces personnes-là qui sont dans le milieu du livre, graphistes, correcteurs, bêta-lecteurs, lecteurs pro, etc., c'est sûr qu'ils ont besoin de manger, tu vois. Et on peut pas forcément, tu vois, faire du travail gratuit, tu vois, tout le temps. Ce serait clair. pas viable non plus parce qu'il faut payer les factures et si on n'a pas de toit, si on n'a pas d'ordinateur, eh ben, on pourrait pas faire ce travail-là. Donc, du coup, il faut qu'on ait assez de quoi se payer ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça reste un budget. Ça reste un budget. Je pense que, après, je connais pas les tarifs des bêta-lecteurs et des correcteurs et graphistes. Enfin, j'ai fait refaire mon identité visuelle, du coup, enfin, je dévoilerai ça, du coup, au moment du podcast et tout ça, je pense. Mais du coup, voilà, j'ai fait refaire toute une vraie identité visuelle, en fait. Donc, bon, ça, je sais le prix d'un ou une graphiste, donc voilà. Mais pour les autres, je sais pas du tout. Et c'est vrai que en tant que lectrice pro, je sais déjà, en effet, mes tarifs. Et je me dis, bon, c'est vrai que c'est sûr qu'il faut savoir se les payer, tu vois. Mais ça reste nécessaire pour que le manuscrit soit abouti. C'est sûr que si on reste tout seul avec son bébé, ça peut être compliqué. Et puis voilà, comme je dis, on se dit forcément, bon, bah, j'ai pas tout mis de mon côté, je suis déçue de ce que j'ai fait. Et c'est pas le but. Le but, c'est de se dire, bon, il est assez abouti pour que je puisse l'envoyer. Et j'ai tout mis en œuvre, tu vois. Et c'est pas d'être déçu, c'est justement de l'envoyer en étant confiant, tu vois. En se disant, bon, maintenant, adviendra que pourra. Mais je suis pas déçue, je n'ai pas de regrets derrière, tu vois. Donc c'est vrai que ça reste un budget, hein. Faut le dire, hein. C'est sûr. Tu nous as parlé du coup du métier d'agent littéraire. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer ce que c'est et du coup nous expliquer pourquoi il n'y en a pas en France? Et tu m'as dit aussi que c'était très mal vu en France. Pourquoi? Vas-y, explique-nous tout ça. Alors, moi qui aime bien parler, on va rigoler. Ce qui est vraiment marrant parce que de base je suis très timide, mais dès que je parle de mon travail et tout, alors là, je suis là, quoi, tu vois. Mais du coup, alors, en effet, en France, il y a des agences littéraires, il y a des agents littéraires, mais très peu. Je pense qu'il doit y avoir peut-être 20 agences ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas énorme, tu vois, surtout que beaucoup c'est une personne toute seule. Donc c'est pas énorme. Comparé du coup à l'Angleterre et aux États-Unis par exemple, c'est bien pour ça que je me suis tournée directement vers une agence littéraire à Londres. Du coup, déjà parce qu'il y avait ce côté international, tu vois, mais aussi parce que là-bas, c'est beaucoup plus répandu. Tout simplement parce que nous, en France, du coup, on peut soumettre notre manuscrit à des maisons d'édition souvent un peu comme ça, quoi, avec des appels à manuscrits, etc., tu vois, que États-Unis et Royaume-Uni, c'est pas possible. C'est-à-dire que il faut un agent. Pour 85%, 90% des maisons d'édition, il faut un agent. Si t'as pas d'agent, tu peux pas soumettre ton manuscrit. Tu peux pas. C'est impossible. Et si tu le fais, alors là, t'es banni à vie, quoi. Enfin, c'est vraiment, donc, voilà. Ouais. Donc, là-bas, c'est très répandu. Enfin, il y a plein d'agences littéraires. Et vraiment, c'est super reconnu. Enfin, les agents sont, comment dire, ils sont, pas chouchoutés, mais les agents, ils sont, monnaie courante, quoi. Donc du coup, les éditeurs aiment bien travailler avec eux, les auteurs aiment bien travailler avec eux. C'est vraiment dans la logique, dans leur normalité. C'est leur normalité, tu vois. Ne pas avoir d'agent, c'est pas la normalité du tout, tu vois. Et justement, c'est bien pour ça que le système est très très différent d'ici, parce que ici, quand on soumet notre manuscrit, on se dit oh là là, pourvu que l'éditeur, l'éditrice me rappelle, pourvu que j'ai un contrat d'édition, etc. Là-bas, c'est pas du tout comme ça. Là-bas, c'est oh là là, pourvu qu'un agent accepte ma soumission, pourvu que l'agent me prenne, pourvu que j'ai une offre de représentation, tu vois. Et ça se passe comme ça. Et en fait, il y a ce filtre d'agent entre la personne
et la maison, tu vois. Il y a vraiment ce filtre où les autoristes soumettent à l'agent et pas à la maison d'édition, à l'agent. Et après, c'est l'agent qui soumettra à la maison d'édition, tu vois. Et du coup, c'est un modèle qui est tellement différent d'ici que même moi, ça m'a un peu surpris, quoi. Parce que là-bas, à Londres, c'est totalement normal. Enfin, j'ai été du coup à la London Book Fair, qui était mon rêve ultime. Donc du coup, de pouvoir être avec l'agence et de pouvoir pitcher aux éditeuristes, aux autres agents, aux scouts, etc. Donc c'était vraiment un rêve de gamine, quoi. Et en fait là-bas, mais c'est totalement normal d'être agent, tu vois. Alors qu'en agence purement française là-bas, on avait peut-être 3 ou 4, tu vois. Donc c'est vraiment, on se dit waouh, c'est un truc fou, en sachant que en France, ça commence petit à petit à faire son petit bout de chemin. Parce que je sais qu'en 2023, il y avait des chiffres qui étaient sortis. Et en 2023, il y avait 300 autoristes en France qui étaient représentés par un agent, une agente. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 800. Donc, ça fait petit à petit son petit bout de chemin. Parce que certaines personnes se rendent compte que il faut un agent pour plusieurs choses, pour pouvoir sécuriser aussi son avenir et tout ça. Mais du coup, un agent au Royaume-Uni, qu'est-ce que c'est? Pour vraiment répondre à la question, je dirais que c'est déjà être l'intermédiaire entre éditeurs et autrices et autoristes, tu vois. C'est vraiment la personne. Donc du coup, comment ça se passe là-bas? C'est que bon, je suis assistante, donc du coup j'ai déjà lu des soumissions, etc. J'aide l'agent littéraire junior et tout ça. Et du coup, ce qui se passe là-bas, c'est que l'autoriste va nous envoyer via, on a un site spécialisé en fait là-bas qui s'appelle Career Manager. Et du coup, on a ce site spécialisé où les autoristes vont envoyer du coup leur dossier de soumission entre guillemets. C'est surtout un pitch, une petite bio d'eux et les 5 premiers chapitres de leur histoire. Donc nous, on en reçoit énormément. Donc pareil, c'est un peu comme une maison d'édition, on doit faire le tri, tu vois. Si on lit les 5 premiers chapitres et que on n'est pas emballé, on dit désolé, mais c'est pas possible. Voilà. Si on les lit et qu'on veut en savoir plus, on demande est-ce qu'on peut avoir le manuscrit total, complet, tu vois. Donc du coup après l'autoriste nous envoie. Si on aime et du coup on l'appelle du coup pour demander un peu quels sont ses prochains projets, parce que quand on accompagne en tant qu'agent quelqu'un, c'est pour de base normalement toute sa carrière. C'est pas que pour un livre, c'est pour vraiment tout ce qu'il va écrire après. Donc il faut qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde, tu vois, parce que c'est censé être une collaboration qui va durer dans le temps, tu vois. Et du coup, on va appeler cette personne, demander un peu ses projets. Si ça nous botte, on fait une offre de représentation. Donc on dit voilà, on aimerait être ton agent, etc. La personne va signer le petit mandat d'agent. Et à partir de là, il va y avoir un travail éditorial qui va se faire de développement. Donc pareil sur la structure, la cohérence, la crédibilité, les personnages. Un peu comme ce que je fais en tant que lectrice pro au final, tu vois. Il va y avoir tout ce travail-là en amont. Et après, une fois que c'est fait, nous, en tant qu'agent, on a les contacts pour, du coup, soumettre. Donc, on va cibler les maisons d'édition, tout ça. Et puis, on va leur envoyer, du coup, la soumission, du coup. Et après ça, soit, du coup, par exemple, il peut y avoir des enchères, si plusieurs sont intéressés. Soit, il va y avoir une offre qui va être faite vraiment pour directement que l'éditeur et les droits du manuscrit, parce que vraiment il a adoré et voilà, donc ça va être une offre qui va être très très haute, qui va chiffrer très haut, ou alors ça ne va pas prendre, malheureusement ça peut arriver, si ça ne prend pas, dans ce cas-là on va laisser passer un petit peu de temps et après on va demander aux personnes qui l'ont lu de savoir un petit peu où ils en sont, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, s'ils pensent l'acquérir ou pas, etc. Et après on va s'occuper des autres livres de l'auteuriste, tu vois, même si ça n'a pas fonctionné celui-là, c'est pas grave, ce sera celui d'après, voilà. Et donc imaginons que ça se passe très bien, il y a une enchère ou il y a une offre, etc.
on demande à l'autoriste, voilà, est-ce que telle offre, ça te convient, tout ça. L'autoriste dit oui, super, hop, le contrat est signé. Après, on s'occupe du coup du contrat, donc c'est-à-dire que on va vraiment dire, on va dire les termes, c'est bizarre dit comme ça, mais on va expliquer un peu les termes du coup à l'autoriste. On va dire bah voilà, est-ce que tu acceptes bien ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On va essayer de négocier aussi la valoir, les pourcentages, les droits à céder, si on veut garder nous les droits audio pour les revendre à quelqu'un d'autre, si on veut garder les droits audiovisuels pour les donner à quelqu'un d'autre, etc. Donc on va vraiment conseiller l'autoriste sur tout ça. Et après, une fois que c'est fait, pareil, on va continuer à faire la liaison. Donc c'est-à-dire que l'autoriste va travailler avec l'éditeur, l'éditrice. On va les laisser travailler ensemble. Voilà, parce que c'est leur travail à eux, tu vois. On veut pas prendre la place des éditeurs, évidemment. S'il y a un problème, je dis n'importe quoi, l'éditeur il veut telle couverture, mais l'autoriste dit ah bah non, moi je veux pas ces couleurs-là. Bah nous on va arriver un peu en tant qu'intermédiaire pour essayer de calmer un peu le jeu. Enfin tu vois, on va essayer de trouver des compromis, de se dire bon bah peut-être qu'on peut faire ça, peut-être qu'on peut faire ça. Voilà, donc on va rester quand même dans le paysage, tu vois, pour aider l'autoriste. Et après, pareil, on va essayer de faire la promo au maximum du livre une fois qu'il va être sorti. On va essayer de vendre du coup les autres droits qu'on a encore, par exemple en audio, en droit subsidiaire, etc. En droit dérivé, j'en sais rien, en merch, des trucs comme ça. On va essayer de les revendre du coup à d'autres personnes pour que ça fasse d'autres compléments de revenus aussi pour l'autoriste, tu vois. Et puis voilà, pareil, on va continuer à l'accompagner. Si la personne a des doutes sur telle histoire qu'il veut faire, mais il est pas sûr de ça, il est pas sûr de ça, on va essayer de l'aider au maximum. La personne va dire j'écris sur telle chose. Enfin tu vois, on va vraiment essayer d'aider au maximum la carrière aussi. On va être vraiment cet intermédiaire vraiment entre l'éditeur et lui en fait. Donc voilà. Après ça reste un métier qui reste très précaire. Parce qu'on est payé à la commission. Donc du coup, si le livre, on peut très bien avoir passé des heures dessus, sur la cohérence, sur la structure, tout ce que tu veux, mais ne pas le vendre. Et du coup, ça reste plein d'heures qui ne nous seront jamais payées, tu vois. Parce que comme c'est la commission, voilà. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de choisir nos clients, parce qu'il faut que ce soit un livre dans lequel on croit, dans lequel on sait qu'on a les contacts pour pouvoir lui donner toutes ses chances, tu vois. Où on sait que ça peut marcher sur le paysage éditorial, dans ce marché éditorial, etc., dans tel pays, dans tel... Tu vois. Donc forcément, on est obligé de choisir, parce qu'on peut pas prendre tout le monde. Sinon, il y a plein de livres pour lesquels on serait jamais payé non plus. Donc beaucoup d'agents font ça en complément d'une autre activité, forcément, du coup. En tout cas les premières années. Et après, voilà, si ça a décollé, voilà, en 5-6 ans, on peut peut-être devenir agent à plein temps, mais ça reste quand même assez rare, tu vois, vu que c'est à la commission, voilà. Mais voilà comment ça se passe, en tout cas là-bas. En sachant que nous, en France, du coup, ça reste encore très peu connu. Ça reste très niche. Et parfois, en effet, c'est assez mal vu. Il y avait eu des articles, je crois que c'était l'année dernière, justement, dessus, où où certains éditeurs qui n'aiment pas travailler avec des agents, du coup, disaient que, voilà, les agents, ils cherchent pas du tout la qualité du texte, ils veulent que de l'argent, ce qui est faux, parce qu'on travaille à la commission. Donc, voilà, c'était pour l'argent, les personnes ne le feraient pas du tout, tu vois. Mais du coup voilà, on a quand même cette image de nous un peu en mode charognard aussi, parce que forcément on essaye de négocier les meilleurs termes pour les autoristes, pour le contrat, pour tout, tu vois. Donc on est un intermédiaire, mais c'est pas, comment dire, on cherche pas à prendre la place de l'éditoriste, tu vois. Mais certains, pas tous, hein, ça reste une minorité, hein, attention. Mais certains refusent de travailler avec des agents, tu vois. Et donc ça fait mal au cœur parce qu'on se dit on est une personne comme une autre, quoi. Enfin, on cherche juste à ce que l'autoriste ait toutes ses chances, quoi. Enfin, c'est pas, tu vois. Et après, beaucoup d'éditeurs maintenant sont habitués parce que comme je te dis, dans les autres pays, c'est monnaie courante.
Donc, comme s'ils font déjà de l'acquisition de littérature étrangère, ils savent que les agents c'est normal. Donc, ils sont pas surpris de voir un agent proposer une autrice ou un auteur français, tu vois. Mais il y en a qui sont encore un peu frileux. Voilà, qui sont encore un peu frileux. Ce qui est dommage. Mais du coup, voilà, ça reste un métier encore très niche. Et pareil, comme c'est à la commission, beaucoup de gens n'osent pas forcément se lancer, tu vois. Parce que on se dit, va falloir trimer pour que ce soit une activité à plein temps. Va falloir trimer pour défendre les autoristes aussi. Et peut-être, au final, ne rien gagner, tu vois. Donc voilà, c'est un métier qui est un peu difficile, mais qui est très gratifiant. Et moi, j'adore et rien que aller aussi du coup au salon du livre du côté pro, donc les London Book Fair, tout ça, pour vendre justement les droits des livres des autoristes et tout ça, c'est super gratifiant parce qu'après quand on voit que on a réussi, on se dit waouh. Puis l'annoncer à l'autoriste et dire voilà, ton livre va être publié. C'est des étoiles dans les yeux quoi, c'est beaucoup trop bien. Donc c'est super gratifiant, mais en effet faut s'accrocher, faut s'accrocher et voilà. Je sais pas trop ce que je peux dire de plus. Si t'as des questions, n'hésite pas. Est-ce que tu penses que ça va se développer un plus en France dans les prochaines années, ou est-ce que vu que le monde du livre en ce moment en France c'est pas trop ça, est-ce que c'est voué à, enfin est-ce que ça va être un échec ou pas? Comment tu imagines la suite pour ça? Ouais, je pense que ça va continuer à se développer parce que tu vois, comme je t'ai dit, par rapport aux chiffres, ça monte assez fort la demande pour les agents littéraires, et justement la mauvaise pub de certains éditeurs l'année dernière, du coup, par rapport à ce sujet-là des agents, ça nous a fait de la bonne pub au final, parce que les gens se sont dit tiens, ça existe un agent, c'est quoi? Ça peut m'aider pour négocier les contrats, ça peut m'aider pour peaufiner le manuscrit au maximum. Pas mal. La personne elle va me représenter, j'aurais pu à me casser la tête avec l'administratif. Ok, pourquoi pas, tu vois. Et donc au final, la mauvaise pub nous a fait de la bonne pub, j'ai envie de dire. Et puis tu vois, quand on voit les chiffres, en du coup 3 ans, on est passé de 300 autoristes représentés à 800. Moi, je trouve ça déjà énorme. Enfin, en quelques années, ça a fait un boom, quoi, complet. Il y a de plus en plus d'autoristes aussi, qui du coup, qui écrivent beaucoup de romans un peu entre guillemets à la chaîne, tu vois, qui se disent j'arriverai pas à tout soumettre en même temps, alors qu'avec un agent, le problème serait vite réglé. J'ai envie de dire, ce serait mieux, quoi, mieux organisé, on va dire. Et puis même, je pense que même pour les droits subsidiaires, tout ça, ça reste super intéressant parce que on se rend pas forcément compte que dans les contrats, il y a tout ce qui est droit, qui est super important, les droits audio, les droits audiovisuels, etc., où l'autoriste peut générer d'autres revenus avec ça, et du coup l'agent peut aider. Alors c'est vrai que là on a vu, alors je sais pas si t'as vu, mais il y a par exemple du coup Campus Driver de Seth Quill qui va sortir du coup en allemand, et là, c'est magnifique. Cette maison d'édition allemande, je l'aime trop. Bref, qui va sortir aussi en anglais. Il y a aussi le livre de Lila Mars qui a été annoncé, je crois, aux États-Unis, il me semble, il y a pas tellement longtemps. Donc, il y a de plus en plus de romans français qui sont vendus à l'étranger. Donc, bravo les agents, bravo les cessionnaires de droits. Mais du coup, voilà, ça montre qu'il y a quand même un potentiel, même si ça reste minime de pouvoir céder ces droits-là à l'étranger, parce que on se rend pas compte de la part de littérature étrangère que nous on a ici en France, je pense. Je crois que c'était il y a quelques années. C'était, alors j'ai pas les chiffres du coup récents, mais je sais que je crois que c'était en 2020 ou 2021, les chiffres, c'était que nous, en France, notre part de littérature étrangère est de presque 20%, ce qui est énorme. Ah ouais. Voilà. Alors que à l'étranger, donc je crois que ça se base sur les États-Unis ou le Royaume-Uni, je ne sais plus, mais la part de littérature étrangère est de 8%, et la part de littérature étrangère française
est de 1,5-2%. Alors que nous, la part de littérature étrangère anglophone, on va dire, pour englober vraiment, anglophone, c'est presque 20%. Tu te rends compte Ouais, c'est énorme. C'est fou. C'est énorme. Donc forcément, c'est plus compliqué pour nous de vendre à l'étranger. Alors que à l'étranger, c'est très bien de vendre nous les droits, tu vois. Donc les agents des autres pays réussissent à prendre plus de commissions et à mieux vivre et à mieux vivre de leur métier grâce à tous ces droits-là qui peuvent s'aider un peu plus facilement que nous, agents français, tu vois. Donc c'est vrai que la part de littérature étrangère en France, c'est fou, hein. Quand j'ai vu les chiffres, je me dis ah ouais, quand même. C'est vrai qu'on est très friands de traduction, nous, hein. C'est vrai. Ouais, mais de fou. Ouais. C'est un peu dommage quand même parce qu'on a des super auteurs en France. Ah mais je suis d'accord, hein. Je suis d'accord et j'aimerais beaucoup pouvoir représenter justement des autoristes ou des catalogues de maisons d'édition à l'étranger pour essayer de vendre encore plus et que leur part de littérature étrangère française, elle monte. S'il vous plaît. Parce que franchement, il y a tellement de livres francophones que je verrai, que ce soit adapté en série, en film, que je verrai en tant que livre traduit en Angleterre et tout. Enfin, franchement, ce serait fou. Donc voilà. Petit à petit, ça se fait. Et j'espère que ça va être de plus en plus. Mais du coup, pour ça, on a besoin d'agents, on a besoin de cessionnaires de droits. Voilà. Donc voilà. Donc toi, t'aimerais à terme être agent littéraire ou pas? C'est dans mes projets. Dans mes projets. C'est-à-dire que là, du coup, je suis, mon fiancé est en train de faire mon site internet parce qu'il est développeur web. Et du coup, il est en train de faire mon site. Là, du coup, j'ai fait une identité visuelle, graphique, etc. avec une graphiste de talent. Donc déjà ça c'est fait. Et après, il faudrait que du coup sur mes réseaux, donc sur Instagram, je montre ma nouvelle identité visuelle, mon nouveau site. Et en fait, sur ce nouveau site, du coup, je vais proposer mes services, du coup, mes prestations aux autoristes, toujours aux maisons d'édition, bien sûr, si jamais il y en a d'autres qui sont intéressés, voilà. À tout ce qui est salon littéraire pour faire de la modération aussi, pour tout ce qui est maison d'édition ou autoristes pour les représenter à l'international, du coup, pour les droits, la cession de droits. Parce que du coup, je me forme énormément à tout ce qui est cession de droits. Parce que du coup, dans l'agence pour laquelle je travaille en tant qu'assistante, je touche un peu au contrat et tout ce qui est cession de droits. Et ça m'intéressait énormément. Et je voulais en apprendre beaucoup plus sur les droits des auteurs, justement, et sur les contrats, tout ça, pour bien peaufiner, parce qu'il y a une énorme partie du juridique, en fait. Et du coup, je voulais être prête, tu vois. Et du coup, j'ai fait en janvier, justement, une formation sur l'acquisition et la cession de droits. Et là, en juin, j'ai fait une formation sur la cession de droits audiovisuels. Du coup, là en fin d'année, je vais faire une autre formation sur acquérir les droits étrangers et aussi sur les supports de vente à l'international. Voilà, donc j'ai pas mal de choses de prévues. C'est des formations qui coûtent cher, faut le dire. Mais je me dis que je parie pour mon avenir et pour être justement encore plus spécialiste, tu vois, et pour être sûr que les autoristes sont entre de bonnes mains, tu vois. Et du coup, voilà, je continue à me former, mais j'aimerais bien l'année prochaine pouvoir me lancer en tant qu'agente, mais du coup, d'abord proposer mes services aux autoristes. Du coup, probablement dès que mon site sera fait, etc. Donc, je pense en août, septembre, voilà. Donc, voilà, c'est d'abord mon objectif. À court terme, ça serait proposer mes services aux autoristes, en plus des maisons d'édition, agences littéraires, scouts, tout ça. Et après, me lancer en tant qu'agente, du coup, l'année prochaine, après avoir fait encore quelques formations encore, parce que je veux être la plus parfaite possible, tu vois. Ouais, c'est important. Ouais, je suis très perfectionniste, donc je veux pas me lancer comme ça. Non, je veux vraiment tout savoir, tu vois. Comme ça, au moins, je suis prête à toute éventualité. Et du coup, voilà, une fois que c'est fait, j'aimerais bien en 2027 pouvoir me lancer en tant qu'agente. Maintenant, est-ce que je vais me lancer
pour les autoristes francophones ou pour les autoristes anglophones, je ne sais pas. Peut-être pour les deux, je ne sais pas. Je suis toujours en pleine réflexion parce que c'est vrai que voilà, en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence à se développer. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont encore très réticentes, je pense. Et j'avais fait justement sur Instagram un petit sondage. Et beaucoup de personnes, quand même, m'ont dit être assez réticents à l'idée d'avoir un ou une agente. Parce que, comme c'est à la commission, c'est prendre un petit pourcentage sur ce qu'ils gagnent. Et du coup, ils sont pas forcément d'accord, même si voilà, il y a des avantages à avoir des agents. Voilà, ils sont pas très d'accord pour cette partie-là, ce que je peux aussi comprendre, hein, attention. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup de me lancer sur le marché français? Je ne sais pas encore, donc j'attends de voir un petit peu. Et si en effet non, peut-être que je me lancerai sur le marché anglophone. Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est toujours en pourparlers dans ma tête. J'attends de voir comment ça évolue aussi, voilà, niveau agent, niveau voilà. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, mais à court terme, déjà développer mes services pour les autoristes, vu que je suis une pro du livre et que je travaille déjà pour des maisons et tout ça, je me dis que si je peux en plus aider des autoristes, ce serait avec un énorme plaisir. Et puis voilà, ce serait travailler aussi en direct avec les autoristes. Et du coup, ça serait beaucoup très très enrichissant, je pense aussi. Et puis pour derrière après me lancer en tant qu'agent, en plus, ça serait trop bien parce que peut-être qu'il y a des manuscrits pour lesquels j'aurais eu des coups de cœur et où après je vais recontacter les gens en mode coucou, est-ce que ça te dit que je sois ton agent, tu vois. Donc voilà, on verra. Mais en effet, c'est pas impossible, mais je vois déjà à court terme, tu vois. Après un moyen terme et on verra, mais c'est dans les projets. Ouais. Du coup, parle-nous de ton activité future, de ce que tu vas lancer. Tu veux lancer des services aux autoristes, donc qu'est-ce que ça va être exactement? Qu'est-ce que tu vas proposer? Et j'imagine que tu vas viser autant des autrices qui veulent se lancer dans l'auto-édition que des autrices qui veulent se lancer dans les soumissions de manuscrits, etc. Donc raconte-nous un peu ce que tu prévois pour ça. Alors du coup, comme je suis en train de voir pour mon site internet, etc., je suis encore en train de peaufiner un petit peu mes services, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'abord, ça va être pour les autoristes, pour les maisons d'édition, où vraiment, ça va être soit fiche de lecture professionnelle pour les autoristes ou les maisons d'édition, donc vraiment pour dire un peu les points forts, les points faibles, etc. Après, si la personne veut aller plus loin pour les autoristes, du coup, ça va être vraiment donner tous les axes d'amélioration, etc. Faire quelque chose de beaucoup plus fourni, on va dire. Un peu comme une bêta lecture, j'ai envie de dire, mais avec un œil très, comment dire, éditorial, tu vois, pro du livre, vraiment. Et après, si la personne veut aller encore plus loin, peut-être, l'aider du coup pour la soumission, donc l'aide au pitch, cibler les maisons d'édition qui pourraient être intéressées, qui sont dans cette ligne-là éditoriale, pour le dossier de soumission, du coup, vraiment, je peux aider sur pas mal d'aspects, donc ça c'est très cool. Après, évidemment, si l'autoriste a déjà, je dis n'importe quoi, a fait appel à une lectrice pro ou quoi avant moi, voilà, je peux peaufiner l'offre pour juste aider pour le dossier. Enfin, tu vois, je peux vraiment m'adapter aux personnes, voilà, sur devis, tout ça. Après, j'aimerais bien peut-être plus aussi m'étendre sur le scouting, du coup, pour des maisons d'édition, tout ça, tout ce qui est droit étranger, du coup, représentation internationale, aller dans plus de salons du livre pro, donc la London Book Fair, la Frankfurt Book Fair, Bologne, tout ça. Et puis après de la modération littéraire aussi pour les salons, tout ça. Voilà, en vrai, je me ferme pas de porte. Et je me dis que on verra selon aussi ce que les personnes veulent. Moi, je peux m'adapter, mais voilà. En tout cas, je pense que les offres principales, ça va vraiment être pour les autoristes, du coup, vraiment ouvrir
mes prestations aux autoristes. Et puis après on verra. Mais ouais, c'est exaltant. J'ai vraiment hâte en fait, parce que c'est vrai que je connais un peu tous les codes, tu vois, en tant que pro du livre, et je me dis que je peux vraiment aider les autres. Et du coup, c'est vraiment dans cette optique-là que je me lance, parce que c'est vrai que comme tu le vois, j'ai déjà beaucoup de travail. On va pas se mentir. Donc je fais vraiment ça, tu vois, par choix, pour pouvoir aider, tu vois. Donc je pense qu'au début les places entre guillemets, ça va vraiment être très limité, tu vois. Je vais peut-être prendre une auteurice par mois jusqu'à la fin de l'année ou un truc comme ça, tu vois, pour déjà bien me focus sur la personne, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, tout ça. Mais du coup, c'est vraiment juste pour aider. Et après, on verra si j'ai d'autres créneaux dispo, tu vois, j'en ouvrirai, tout ça. Mais je vais commencer soft, tu vois. Et puis comme ça, je peux aussi me focus, parce que ouais, avec tout ce que j'ai déjà à faire, voilà, très très clairement, c'est vraiment pour aider que je le fais, tu vois. Et voilà, on verra comment ça se passe. Trop cool en vrai. Donc du coup, tu penses lancer cette activité vers septembre-octobre, tu m'as dit ? Le temps que mon site internet se fasse, etc., j'aimerais bien pouvoir lancer aussi une newsletter. Donc du coup, il faut aussi le temps que tout ça se fasse. Mais je pense en août-septembre, je pense que je pourrais commencer, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que même au niveau newsletter, j'essaye de peaufiner dans ma tête ce que je voudrais et tout. J'ai tellement envie de dire deux choses dans la newsletter, et en même temps je me dis non, parce que les gens ils vont se dire non mais elle abuse là, c'est un peu long quand même. Mais mais voilà, j'aimerais bien pouvoir lancer ma petite newsletter, tout ça, à continuer à avoir un contact en fait avec les gens que je vais accompagner et tout. Donc voilà, mais le temps que tout ça se peaufine, que le site internet il soit fait, tout ça, que je prépare mes petits posts Instagram, voilà, il faut le temps de tout ce que j'ai à faire. Voilà, il faut que je dorme un petit peu quand même. Donc du coup, je pense en août-septembre, je pourrais lancer ça, ouais. Et comment ça va se passer du coup ? Est-ce que tu vas te spécialiser aussi ? Est-ce que tu vas plutôt cibler la jeunesse ou la romantaisie ou est-ce que tu seras ouverte à tout le monde, entre guillemets ? Ce qui est sûr, c'est que je m'occuperai probablement pas de poésie, par exemple, ou de non-fiction, parce que, tout simplement, je n'ai jamais été lectrice pro de ces genres-là. Et donc, je ne me sentirais pas légitime, tu vois ce que je veux dire, de donner mon avis de pro alors que je ne connais pas ces milieux-là, tu vois. Tout simplement, ce serait mentir sur la marchandise, j'ai envie de dire. J'ai pas envie, tu vois, que derrière je me dise attends, ça c'est comme ça. Non, tu vois, c'est pas des mondes que je connais. Donc ça c'est sûr que ce sera non, parce que voilà, j'aurais pas non plus l'œil éditorial sur ça, tu vois. Mais du coup, ça sera beaucoup plus littérature de jeunesse, young adulte, romantaisie, fantasy, romance, thriller aussi. Au début de ma vie de lectrice pro, c'était beaucoup thriller, donc je pense qu'en effet, c'est pas impossible que je prenne aussi thriller et tout ça. Mais ouais, principalement, je pense que ça sera du young adulte, romance, romantaisie, tout ça. Mais du coup, voilà, ça fait déjà pas mal de gens à couvrir, mais en effet, comme c'est ce que je vois dans le milieu pro, tu vois, forcément, je me colle à ça, quoi. Je me sentirais pas du tout légitime de dire oui, j'ai un œil pro sur la non-fiction ou la poésie, alors que je l'ai jamais vu dans le contexte pro, tu vois. De la poésie, j'en lis un petit peu sur mon temps perso, etc., mais jamais dans le pro. Donc voilà, ce serait mentir, et voilà, je n'aimerais pas. Donc voilà, je veux juste être utile, tu vois, aux autoristes, et c'est des gens dans lesquels je ne me sentirais pas utile. Donc voilà. Eh bien, c'est tout à ton honneur. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter, des choses que j'ai pas forcément, des questions que j'ai pas forcément posées, des choses que tu n'as pas pu dire? Pas particulièrement, je ne pense pas. Écoute, ouais.
Ok, c'est bon, je pense. Si tu n'as rien à rajouter. Je mettrai dans la description ton Instagram. En fonction de la sortie du podcast, il y aura peut-être ton site. On verra. Ouais. Est-ce que tu vas ouvrir ton site en avance du coup pour lancer tes services en septembre ou est-ce que tu as une idée du lancement du site? Je ne sais pas. Ça dépend à quel rythme mon fiancé il avance et tout, à quel rythme moi je peaufine un peu mes tarifs, mes trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, je pense qu'en juillet, août, je pense que ça sera en ligne. Donc voilà, on croise les doigts. Donc normalement, quand les gens écoutent ce podcast, le site est dans la description. Voilà, c'est ça. Croisons les doigts. En tout cas, l'Instagram sera là. Donc dans tous les cas, même si les personnes veulent me poser des questions, tout ça, savoir exactement ce que je voudrais faire, ou même me dire réserve-moi un slot, ok, pas de souci. Tu vois, donc voilà. De toute façon, moi je suis là pour aider, donc même si les personnes ont des petites questions sur des trucs, je suis là, quoi. Ok, parfait. Très bien. Et c'est terminé du coup. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. C'était hyper merci intéressant. À toi. J'ai appris plein de trucs. Avec plaisir. Trop bien. Et du coup, on va suivre. Enfin, moi personnellement, je vais suivre tes activités de près. C'est gentil. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour me suivre et suivre l'actualité du podcast. Et n'hésitez pas à le noter 5 étoiles s'il vous a plu. À très bientôt.